Donc, je vais essayer de donner des détails sur cette fameuse contrainte d'exclusion entre entre les boules et généralement entre les boules et les obstacles. Je ne sais pas pourquoi ma boule est rouge, mais c'est pas très grave. Donc, imaginons qu'on ait deux boules et chacune d'elles est repérée par les coordonnées de son centre. Donc, on va dire que c'est x1 et x2. Donc, x1 et x2, dans notre cas, ce sont des vecteurs dans R2. On est d'accord avec ça? Oui. OK. Donc, chacune des coordonnées, x1 x2, a des vecteurs à deux coordonnées. Donc, ce qu'on souhaite imposer, donc la contrainte d'exclusion, elle signifie que les deux boules ne se recouvrent pas. Et donc ça, dans le cas représenté ici, la contrainte est vérifiée. Et je vais faire un autre cas où la contrainte, elle, n'est pas vérifiée. Et comme ça. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que dans le premier cas ici, on n'a que la norme de x1 moins x2. Donc ça, c'est la norme et ça correspond à la distance. Entre les centres. Et supérieur ou égal à R1 plus R2, où R1 plus R2, c'est les rayons de chacune des boules. Donc là, la contrainte ici est bien vérifiée. On a bien que la distance est supérieure ou égale à R1 plus R2. Et ici, dans l'autre cas, elle n'est pas vérifiée. Alors, sur le plan... donc, la contrainte, c'est juste ça. Je vais la réécrire ici. Et a priori, on doit imposer cette contrainte à tous les couples distincts de boules. Donc là, on va se limiter à 2, mais c'est pareil, si vous avez 200 boules, ça ne change absolument rien. Sauf qu'il faut considérer tous les couples de boules. Et on n'a pas une seule contrainte, mais on va avoir beaucoup plus de contraintes du coup, puisque le nombre de contraintes, c'est à peu près de l'ordre du coup ça va être 200 fois 199 divisé par 2. Ça va faire beaucoup plus de contraintes. Alors en fait, on a un petit problème pour prendre en compte cette contrainte sur le plan numérique. Donc la contrainte est délicate à prendre en compte numériquement, c'est-à-dire que quand on fait un programme, c'est difficile de prendre en compte cette contrainte. Il y a une raison mathématique à ça. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est parce qu'elle est non convexe. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ça rend la chose compliquée, ni même ce que c'est. Voilà, il faut savoir que ce n'est pas trivial à cause de la forme spécifique qu'a cette contrainte. Donc, on va remplacer cette contrainte par une contrainte plus simple à prendre en compte numériquement. Donc là, c'est normal que vous ne compreniez pas tellement pourquoi on remplace cette contrainte par une autre contrainte. Monsieur, oui. non convexe, ça veut dire quoi? Ah, voilà, justement, alors, je vais finir d'écrire ma phrase. Il disait justement qu'il ne voulait pas rentrer dans le détail. Ouais, je vais vous expliquer en 2 mots. Hein. Ça va être assez simple. Il dit que c'est compliqué et que ça va se nous rendre. Donc je pense qu'il ne nous le dit pas pour éviter de nous rendre confus, Alex. Ouais, mais je vais vous expliquer quand même rapidement si ça vous intéresse. Alors, on va justement remplacer cette contrainte par une contrainte plus simple et convexe.
plus simple. Et qui va être celle-ci convexe. Alors, comme j'ai quand même la question, même si je ne voulais pas tellement en parler, je vais vous dire ce que c'est qu'une contrainte convexe. En 2 mots. Hein. Une contrainte convexe. Alors, en fait, l'idée, c'est on va faire un cas assez simple. Admettons qu'on souhaite minimiser une fonction grand J de x sur un ensemble K avec K inclus dans R2 et J, c'est une fonction de R2 à valeur dans R. Admettons qu'on souhaite faire ça. Minimiser une fonction j de x, ça veut dire quoi exactement? Juste Alors pour être sûr. ça veut dire la chose suivante. Je vais vous faire une petite représentation un petit peu simplifiée en 2D, hein, mais enfin en 1D plutôt. Donc vous avez x en abscisse. Vous tracez le graphe de J. Et minimiser une fonction J de x, ça consiste à déterminer x étoile tel que J de x étoile ce soit égal au minimum de J de x sur l'ensemble des x appartenant à K, par exemple. Hein. Et donc, on va dire que K, c'est cette zone-là. OK? Donc, c'est trouver le point, quand on trace le graphe de la fonction, c'est trouver le point qui est le plus bas. Ok. Ça signifie que, en l'occurrence, quel que soit, donc ça signifie que x étoile, c'est un élément de mon ensemble de minimisation. Donc, K, c'est l'ensemble de minimisation. Et que, quel que soit x dans K, J de x étoile, c'est toujours inférieur ou égal à J de x. Ça, c'est bon? Ok, nickel. D'accord? Donc, par exemple, ça a beaucoup d'applications. C'est des problèmes qu'on va se poser si vous voulez. Typiquement, je sais pas, vous êtes dans une usine, vous voulez produire un produit, vous allez chercher, vous avez différentes options pour produire le produit en question. Soit vous pouvez acheter plus de machines, soit vous pouvez embaucher plus d'ouvriers. Eh ben, vous allez chercher donc vous avez un certain nombre de paramètres, le nombre de machines ou le nombre d'ouvriers, et vous allez chercher, si vous êtes un patron de votre usine, à minimiser le coût de production en fonction des paramètres en question. Voilà. Bon, c'est un exemple un peu comme un autre. Hein. Très bien. Donc, alors, dire qu'une contrainte est convexe, contrainte est convexe, si et seulement si l'ensemble K est convexe. Ça ne vous avance pas beaucoup, vous allez me dire. Donc, l'ensemble de minimisation, lorsqu'il est convexe, tout se passe bien. S'il n'est pas convexe, ça se passe moins bien. Alors, qu'est-ce que c'est un ensemble convexe? Donc, essentiellement, nous, ce qu'on va avoir, hein, c'est, donc dans l'exemple que j'ai donné ici, mon espace de minimisation, il vit dans R2. Hein, et je vais vous faire un petit exemple d'un cas convexe et d'un cas non convexe. Le cas convexe, essentiellement, c'est lorsque K ressemble à un patatoïde, à une boule. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. C'est pas grave. Et le cas non convexe, c'est plutôt quand il ressemble à une banane. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire en fait convexe? Pourquoi celui-là il est convexe et celui-là il n'est pas convexe? Il va être convexe si lorsque vous prenez 2 points dans votre ensemble K, le segment qui rejoint ces 2 points-là est inclus dans K. Et celui-là, il n'est pas convexe parce que si je prends un point là et puis un autre point là, le segment qui relie les 2 points, il n'est pas inclus dans K. Voilà, c'est ça la définition de convexe et non convexe. Et donc, dans notre cas, on voit bien que la contrainte de dire que x1 moins x2 supérieur ou égal à R1 plus R2 est non convexe. Pourquoi ça? Bah, typiquement, on va choisir tout le temps x2 égale 0 pour avoir une représentation plus simple. Donc, pour simplifier, on fixe la valeur de x2, ce n'est pas un problème. Et on va regarder dans ce cas-là à quoi ressemble notre ensemble. Donc ensuite, j'ai juste x1 qui est dans R2. Et donc, ça devient juste l'ensemble défini par x1 supérieur ou égal, alors j'aurais dû plutôt le faire un peu comme ça, supérieur ou égal à R1 plus R2. Donc, on voit que, en fait, c'est tous les points qui sont en dehors d'une boule. Et mon ensemble K, en tout cas restreint à x2 égale 0, c'est ça. OK? Et donc, on voit bien que ce n'est pas convexe parce que si je prends un point là et puis un point de l'autre côté, ben, ce segment il n'est pas inclus dans K. Ok, d'accord. Et donc ça nous implique que notre contrainte d'exclusion est non convexe. Voilà, pour la petite histoire. Et alors maintenant, il faudrait potentiellement que je vous explique pourquoi on n'aime pas avoir des contraintes non convexes dans les problèmes de minimisation. Mais là, j'irais vraiment trop loin. Donc, je ne vais pas en parler. Faites-moi confiance, quand on a des contraintes non convexes, c'est pas bon. Mais du coup, ce qu'il faudrait faire, ce serait vérifier devant la boule et pas devant et derrière, c'est ça? C'est ça, plus ou moins. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va imposer une contrainte plus stricte que la contrainte convexe qu'on s'est donnée, mais qui va être convexe. Donc on va imposer une contrainte plus stricte qui va être convexe. Alors qu'est-ce qu'on va imposer comme contrainte? Alors je vais vous donner la forme de la contrainte et après vous pourrez probablement vous convaincre qu'elle est convexe. Donc, on suppose qu'on est dans une situation où, à une itération donnée, on a nos deux boules que je vais noter x1n et x2n. Donc, x1n et x2n. Ça va être la position de mes boules. À l'itération n. Et on va supposer que pour le coup, ces deux boules vérifient notre contrainte de non-superposition, d'exclusion. Donc, on suppose que dans ce cas-là, on a bien x1n moins x2n qui est supérieur ou égal à R1 plus R2. Donc, c'est bien, elles ne se chevauchent pas, mes deux boules. Et alors, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va imposer à ces deux boules. Donc, on va imaginer en tout cas une ligne qui relie les deux centres des deux boules.
Donc, ce qu'on sait notamment, c'est que la longueur de cette ligne, c'est la distance entre les deux centres. Donc, ça, on sait que c'est plus grand que R1 plus R2. Okay. Et puis, on va créer un plan qui va être perpendiculaire à cette ligne. Donc là, il y a un angle droit. Ici, pouf. Et on voit que si je crée ce plan, bon, je pourrais le faire pile poil au centre ici. Le plan, c'est un plan qu'on va appeler séparateur parce que d'un côté, j'ai la boule 1 et de l'autre côté, j'ai la boule 2. Un plan séparateur. Dans le cas extrême où on a que la distance entre les deux boules, c'est pile poil x1 plus x2. On peut voir ce que ça donne. Dans le cas limite, on va voir cette boule-là, cette boule-là ici, et le plan séparateur, vous voyez, c'est juste, oula, il va être tangent en fait aux deux boules. Comme ça. On est d'accord? Oui. Mais du coup, la question, c'est comment faire ce plan séparateur? Voilà. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va imposer à l'itération suivante, on va y poser à x1 et x2 de toujours séparer par un plan qui va être finalement parallèle au plan de l'itération précédente. Alors, plus précisément, on va introduire quelques notations. Donc, la première chose qu'on va introduire, c'est le vecteur directeur entre x1n et x de n. Donc, on va introduire un vecteur que je vais noter E1 de n. Et ça va être, par exemple, x de n moins x1n. Je ne sais pas dans quel sens j'ai mis ça. Et on va diviser ça par la norme de x de n moins x1n. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vecteur-là? Je vais le représenter ici. Je vais représenter, je vais recopier plutôt le dessin au-dessus. Oui, je vais recopier mes boules. Voilà. Okay. Donc, x de n moins x1n, c'est le vecteur qui relie x1 à x2. C'est ce vecteur-là. Hop, je ne veux pas qu'il me tourne. OK. Je vais peut-être faire la flèche un peu plus grosse. Donc, ça, c'est x de n moins x1n. Et je divise ça par la longueur, cette quantité-là, la norme de x de n moins x1n, c'est la longueur du vecteur. Et donc, une fois que je l'ai divisé par sa norme, ça me donne un vecteur de norme 1. Voilà. Donc là, je vais le représenter ici. Comme ça, hop. Là, c'est E1 de N. On est d'accord? C'est compris ça? Vous prenez les deux centres. OK, et E1 de N, c'est la direction dans laquelle, si vous êtes un petit bonhomme situé dans le centre de la boule 1, vous regardez le centre de la boule 2, et la direction dans laquelle vous regardez, c'est ce vecteur E1 de N. Pour le faire égal à 1, le vecteur, comment on fait? On divise juste par sa norme. Je vais te donner un exemple. Alors, par exemple, si tu as… Ah, c'est en divisant par la norme, il est égal à 1? Ok, d'accord. Oui, je vais te donner un exemple.
ça va être plus simple. Admettons qu'on ait le vecteur x qui soit égal à 1, 2. Ok, donc je vais représenter ça sur un petit dessin. Je vais prendre un exemple. Donc, admettons qu'on ait un vecteur x qui soit égal à 1, 2. Donc, ça signifie que si je le représente dans un repère orthonormé, le vecteur x, c'est ce vecteur-là. OK? Donc maintenant, si tu veux calculer la longueur de ces vecteurs x, tu peux utiliser Pythagore. Donc, ici, tu as une longueur 1, ici, tu as une longueur 2. Donc, la longueur de l'hypoténuse au carré, donc c'est la norme de x au carré, c'est égal à 1 au carré, plus 2 au carré, donc ça fait 5. Et donc, tu sais que la longueur en bleu ici, c'est racine carrée de 5. Donc, c'est pas 1. On est d'accord? Oui, c'est bon, j'ai compris. Bon, bah, je finis quand même. Du coup, et si je fais x divisé par la norme de x, ça va me faire 1 divisé par racine carrée de 5 et 2 divisé par racine carrée de 5. Et on va avoir évidemment, donc si je note e égale ça, la norme de e, on peut vérifier que c'est égal à 1. Alors pourquoi c'est égal à 1? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on peut le faire à la main en utilisant la même formule. La norme de e au carré, ça va être 1 sur racine carrée de 5 au carré plus 2 sur racine carrée de 5 au carré. Et on peut vérifier que c'est égal à 1. Une autre manière de le voir, c'est de dire que la norme de e, je vais le mettre ici. Hop. Donc la norme de e, c'est la norme de x divisé par la norme de x. Et la norme de... Donc, c'est encore 1 sur la norme de x fois x en norme. Et si je multiplie un vecteur par un nombre, sa norme, elle est multipliée par le même nombre. Donc, ça fait 1 sur norme de x fois la norme de x. Et donc, ça fait 1. Voilà. Donc, si je divise un vecteur par sa norme, j'obtiens un vecteur de norme 1. Tout le temps. OK. Ça, c'est bon pour la définition de Oui. vecteur E. Okay. Très bien. Alors, je vais recopier le dessin qui est ici. Je vais passer à la page suivante. Hop. Hop. Donc maintenant, je n'ai plus besoin tellement de ça. Je vais l'effacer. J'ai juste besoin du vecteur E. Okay. Alors, notamment, ce qu'on a, c'est une petite remarque. On constate que la distance entre x2 et x1, donc je vous rappelle ça, c'est la distance entre x2n et x1n. Je vous rappelle que c'est la norme de x2n moins x1n. Et donc, cette chose-là, si on regarde la définition de E encore, c'est égal au produit scalaire entre E1, 2 et x de n moins x1n. Ici, c'est un produit scalaire. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un produit scalaire. J'aurais pas dû effacer finalement mon vecteur ici, il était très bien, je vais le garder. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un produit scalaire? Donc, un produit scalaire, donc géométriquement, comme vous le voyez au collège, ou je sais pas, ou au lycée, peut-être, je ne sais pas dans quelle classe vous voyez ça, mais vous le voyez, le produit scalaire. Donc, si j'ai deux vecteurs x et y, le produit scalaire de x et de y, il y a plusieurs manières de le définir, mais une manière géométrique de le définir, c'est la manière suivante. Vous projetez y sur le vecteur x,
vous obtenez ici une certaine longueur, que je vais appeler L. Et le produit scalaire, c'est L fois la longueur de X. Plus ou moins. Hein. Après, il y a des histoires de signes. Mais c'est cette longueur-là fois la longueur du vecteur X. Donc là, ce qu'on constate ici, c'est si on utilise cette définition, on voit que le produit scalaire du vecteur E12 avec x de n moins x1n, bon, alors ça revient à projeter le vecteur E12 sur le vecteur x de n moins x1n sur le vecteur bleu, donc ça revient à projeter le vecteur rouge sur le vecteur bleu. Bah, comme ils sont dans la même direction, ça ne change rien, hein. C'est toujours le même. Après, on prend la longueur du vecteur E12, rouge, et on va le multiplier par la longueur du vecteur bleu. Et donc, on trouve que c'est juste la norme de x de n moins x1. OK? Alors, pour le produit scalaire, une autre définition, c'est la chose suivante. C'est x scalaire y. Donc, si j'ai x égale x1 x2, et si j'ai y égale y1 y2, donc le produit scalaire entre x et y, c'est tout simplement la somme des produits des coordonnées. Donc, c'est x1 fois y1 plus x2 fois y2. Est-ce que ça va pour tout le monde, ce petit rappel sur les produits scalaires? C'est OK pour tout le monde ou... Oui, Oui, ça oui. OK. Donc, on a défini U1, 2 et on a cette relation qui est ici. Et de cette relation, on va déduire la chose suivante. Je vais descendre la formule. Ce qui nous intéresse, c'est lui plutôt. Donc, on a cette chose-là qui est... On a montré que c'était égal à cette chose-là. Et on sait que comme ma contrainte d'exclusion est vérifiée, pour l'itération n, cette chose-là, c'est plus grand que R1 plus R2. OK? Ça, c'est bon pour tout le monde? Ouais, nickel. Oui. OK. Donc, on a cette chose-là. On a E1 de n scalaire x de n moins x1n qui est supérieur ou égal à R1 plus R2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer la contrainte x2 moins x1 supérieur ou égal à R1 plus R2 par la contrainte E1 de n scalaire x2 moins x1 supérieur ou égal à R1 plus R2. Donc ça va être notre nouvelle contrainte. Alors, on remarque plusieurs choses. La première chose qu'on remarque, c'est que l'ensemble défini par cette contrainte, il n'est pas vide. Sinon, on va avoir du mal à minimiser sur l'ensemble en question. Défini. N'est pas vide. Parce que si on ajoute une contrainte qui est trop forte, dans laquelle il n'y a rien,
aucune configuration ne vérifie la contrainte, on va pas réussir à trouver un minimiseur. Alors pourquoi ça? Parce que justement, on a que le couple x de n, enfin x1n, x de n, vérifie la contrainte. Hein. Donc ça vient d'ici. Ça, c'est bon? Ok, vous remplacez x2 par x de n, x1 par x1n, c'est bon, ça vérifie la contrainte. Deuxième chose, c'est un peu plus subtil. Donc, si x2, enfin x1 et x2 vérifie, je vais noter ça C, vérifie C, alors la distance entre x1 et x2, elle est nécessairement plus grande que R1 plus R2, c'est-à-dire, dans ce cas, on vérifie la contrainte initiale. On vérifie la contrainte d'exclusion. Donc, ça veut dire que la contrainte C, elle est plus forte que la contrainte d'exclusion. Donc, ça correspond à ce qu'on voulait. Hein. On avait dit qu'on voulait une contrainte plus forte, mais plus simple. Et plus simple, ça veut dire que, petit 3, la contrainte C est convexe. Donc, elle a la bonne tête. Hein, je vous avais dit que les contraintes non convexes, c'était pas très bon. Et les contraintes convexes, c'est bon. Alors, je vais vous expliquer un petit peu déjà, surtout le petit 2. Hein. Ça, c'est... Alors, 2, pourquoi? Alors, pour ça, on va utiliser une propriété du produit scalaire. Qui n'est pas très difficile à établir, qui vous dit que lorsque vous faites le produit scalaire entre deux vecteurs x, y, le résultat il est toujours plus petit que la norme de x fois la norme de y. C'est l'inégalité de Schall. Vous connaissez ça? Vous l'avez forcément vu. Oui, sûrement. Donc, inégalité de Schall. Je crois que ça s'écrit comme ça, Schall. Je ne sais pas s'il y a un... Oui, c'est comme ça que ça s'écrit. OK. Donc, du coup, grâce à cette inégalité de Schall, qu'est-ce qu'on peut faire? On va l'appliquer à notre contrainte qui est ici. Donc, on sait que si je suppose que j'ai x1 et x2 qui vérifient cette contrainte, et donc ça m'implique que la norme de x1 moins x2, je sais que ça, c'est plus grand que la norme de E1 de n, enfin, c'est même égal, hein, fois la norme de x2 moins x1. Pourquoi ça? Parce que ce bonhomme, hein, c'est un vecteur unitaire. Il est de norme 1. Je vais essayer de mieux le faire, moi. Hein, OK? Vous vous souvenez? Ça, c'est un vecteur direction, c'est juste de norme 1. Et donc maintenant, je peux appliquer mon inégalité de Schall. Ça veut dire que ça, c'est supérieur ou égal à E1 de n, scalaire x2 moins x1, qui lui-même est plus grand que R1 plus R2. Donc, j'obtiens que si mon inégalité
ma contrainte C est vérifiée, j'ai bien que x2 moins x1, c'est supérieur ou égal à R1 plus R2. On clique contrainte d'exclusion vérifiée. Et pour finir, petit 3, la contrainte, comme je disais, C est convexe. Alors, bon, je ne vais pas vous faire une preuve, même si ce n'est pas très long. Mais imaginons que x1 soit fixe et que je puisse bouger x2. OK, on a le vecteur. Je ne sais plus en quoi j'avais fait peut-être en rouge. Alors, je vais le faire, je vais le mettre un peu de travers. Je ne sais plus de quelle couleur j'avais mis le vecteur un peu. On va essayer de garder les mêmes couleurs. Ah, je l'avais mis en rouge. OK, donc admettons que le vecteur E1 de n ou E de 1, je ne sais plus comment je l'ai noté, enfin peu importe l'ordre, soit dans cette direction-là. La zone qui est définie par ma contrainte, je prolonge ce truc-là. Je vais coller lui ici pour juste voir la distance. Attends, je vais le copier. Non, comment je vais faire? Okay. Hop. Je vais l'effacer après. Non, c'est plutôt là. Excusez-moi. Okay, je vais effacer tout. Alors, vous pouvez essayer de vous convaincre en regardant ce qui se passe. Que la zone autorisée pour le centre X indice 2, c'est la zone en vert ici. Zone autorisée pour X indice 2, c'est la zone en vert. Et vous voyez que c'est bien convexe. Okay, si je prends 2 points dans la zone verte, je les relie, hop, je reste dans la zone verte. Et ça, c'est à contraster avec la contrainte d'exclusion. Je vais dézoomer un peu. Donc, versus contrainte d'exclusion. Où ce qu'on impose, c'est juste le fait que la distance entre x1 et x2 ce soit supérieure et égale à R1 plus R2. Et donc, on obtenait... Bon, je suis un peu sur le bord du... Je vais... Bon, c'est pas très grave. On obtenait la chose suivante. Ah, pourquoi je ne peux plus dessiner là? OK. Donc là, j'ai le rayon ici R1 plus R2 qui correspond à la distance qu'il y a ici. Et la zone qui était autorisée, c'était la zone en vert ici pour X2.
Donc x2, il a le droit d'être là-dedans. Et vous voyez que là, effectivement, ce n'est pas convexe, hein, à nouveau, parce que je peux prendre un point là, un point là. Hein. Donc vous voyez que si on regarde un petit peu, je fais un petit zoom arrière, la zone ici, qui est délimitée par ma contrainte C, elle est plus petite que la zone initiale, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est convexe. C'est bon pour tout le monde? Là, si je Est-ce que vous dessinais... pouvez juste remontrer rapidement la contrainte C pour être sûr? Hein, juste pour? Juste pour être sûr, vous pouvez remontrer la contrainte C? La contrainte C, c'est ça. Ok, d'accord. Ça signifie Ouais, ouais. le produit scalaire entre x1 moins x2 et le vecteur E1 de n qui ne change pas. Enfin, il change, mais à chaque itération. Pour une itération fixée, il est donné. Ça va être le Ok. R1 plus R2. Ok, d'accord. En fait, ça définit un demi-plan. Voilà. Ce que Ouais, c'est ouais. un demi-plan. Un demi-plan, c'est convexe. C'est bon? Ouais. Ok, donc maintenant, arrivé à ce stade, il ne reste plus beaucoup de temps, je prends pas mal de temps. Donc, on a notre contrainte C, que je vais réécrire, qui est que E1 de n scalaire x1 moins x2, ou x2 moins x1, je ne sais plus. X2 moins x1 ici. Doit être supérieur ou égal à R1 plus R2. Et je dois résoudre un problème du type, donc on cherche à résoudre, un problème du type minimum d'une certaine fonction j de x1 et de x2. Alors, ce n'est pas exactement ça, parce qu'il y a la position, là, il y a la vitesse, etc. dans notre cas, mais franchement, ça revient au même, sous la contrainte C. OK? Et on va faire ça à chaque itération. À chaque itération. Donc, en fait, notre contrainte C, elle change à chaque itération, hein, parce qu'à chaque itération, on va avoir une nouvelle définition de E1 de n. Voilà, donc la contrainte change un peu d'une itération à l'autre. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, à nouveau, là, ce n'est pas nécessairement très simple. Alors, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va changer un petit peu cette chose-là. On va la simplifier. On va introduire une variable d'écart. Variable d'écart. Qu'on va appeler S12. Et S12, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement E1 de n, produit scalaire avec x2 moins x1, moins R1 plus R2. Donc, ça dépend de x1 et de x2. Et ce qu'on voit, c'est que c'est juste cette quantité-là, dans l'inégalité qui définit les contraintes, c'est le membre de gauche moins le membre de droite. Donc, on obtient que x1 et x2 vérifient la contrainte C. Si et seulement si, S12, c'est supérieur ou égal à 0. Hein. J'ai juste passé le membre de droite avec le membre de gauche. OK? Est-ce que ça mesure ça? En fait, si j'ai deux boules x1 et x2, essentiellement, ça mesure l'écart entre eux. Enfin, ce n'est pas exactement ça, mais si j'ai x1 et x2 là, essentiellement, S1, 2, c'est la distance entre, non pas le centre des boules, mais entre les deux boules. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est que cette distance, elle soit positive ou nulle. Alors, ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas exactement ça, parce que ça, c'est le cas seulement si E1 de n, c'est vraiment le vecteur directeur entre x1 et x2.
Et sinon, cette quantité S12, elle va sous-estimer la distance. C'est-à-dire que la distance entre les deux boules, elle est au moins égale à S12. OK, donc du coup, on va reformuler notre problème P. Je vais appeler P ici. Et on va dire que P, c'est équivalent à minimiser J de X1 et de X2 sous les contraintes S12 égale cette chose-là. Et S12 positif. Ou nul. Hein, on est d'accord? Donc ça prend en compte la contrainte. Ces deux choses-là, ça prend en compte la contrainte C. C'est bon là, pour tout le monde? Oui. Oui, oui. Donc on a introduit juste une variable d'écart entre les boules qui mesure la distance entre les boules, en plus précisément, donc la distance entre les boules est supérieure ou égale à S12, et on dit la distance entre les boules, ça doit être positif. Bon. Alors maintenant, comment est-ce qu'on résout ce type de problème de minimisation? Alors l'avantage, pourquoi on a fait tout ça? C'est parce que maintenant que c'est mis sous la forme qui est indiquée ici, donc je vais appeler ce problème, on va l'appeler par exemple P'. Alors P', c'est un problème qui est, on va dire, classique. C'est un problème classique. Donc on sait bien le résoudre. On sait bien le résoudre. On a des méthodes efficaces pour résoudre ce type de problème relativement rapidement. Et la méthode qu'on va utiliser, nous, c'est on va utiliser ce qu'on appelle la méthode de… Bon, alors n'ayez pas trop peur du mot. Hein. Donc, on utilise dans nos scripts, enfin dans nos codes, ce qu'on appelle la méthode du Lagrangien augmenté. Alors là, ça vous fait peur et vous ne comprenez rien. C'est normal. Ok, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps pour que je vous explique en quoi ça consiste. Vous avez cours après? Je ne sais pas, vous avez combien de temps vous, devant vous? Moi, j'ai un Bah, rendez-vous, mais je ne sais pas, un rendez-vous. on peut rester jusqu'à 10h15 à peu près. D'accord, ok. Ouais, je vais encore prolonger pendant une petite demi-heure. Donc, je vais vous parler du coup maintenant de la méthode de résolution. De P'. Okay. Donc, l'idée, ça va être en fait, premièrement, lorsqu'on cherche à minimiser ça, hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier un petit peu le problème. On va rajouter une pénalisation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, on va prendre le même problème, je le copie, je le colle. Je vais mettre mon second là-dessus. Et au lieu de minimiser seulement J de X1 et de X2, je vais minimiser une quantité qui est très similaire. Je vais minimiser ça. Hop. Plus
ce schmilblick, cette chose. Alors, je vais devoir rétrécir un peu tout parce que ça va faire des formules trop grandes. Je pense que je peux le faire. On va voir. Ouais, super. Encore un petit peu. Oula. Bon, on va dire que ça va aller. Et je vais lui ajouter quelque chose. Je vais copier ça. Hein. Je vais le réduire ici. Ce que je vais lui ajouter cette quantité, moins cette quantité-là. Hop, hop. Le tout au carré, multiplié par un ρ que je vais diviser par 2 pour le plaisir. Alors, vous voyez que donc ici, ρ, c'est un paramètre de pénalisation. Et il est positif ou nul. Et vous voyez que là, je n'ai rien changé. Hein. Pourquoi je n'ai rien changé? Parce que, essentiellement, on ajoute 0. Hein, vous êtes d'accord? Puisque ces contraintes-là sont censées être vérifiées. Donc, si j'ai S12 qui est bien égal à cette quantité-là, si je fais S12 moins la quantité en question, j'obtiens 0, je le mets au carré, j'obtiens 0, j'ajoute 0. Okay, donc, ça ne change rien. Alors, ça ne change rien pour les couples X1 et X2 qui vérifient la contrainte, mais pour ceux qui ne vérifient pas la contrainte, ça change quelque chose. Donc, ça pénalise les couples X1 et X2 qui ne vont pas vérifier la contrainte, hein, qui ne vont pas vérifier cette égalité-là. Moins cette égalité est vérifiée pour un couple S X1 et X2. Oui, alors j'ai oublié de dire que je minimisais par rapport à S12, X1 et X2 ici. S12, X1, X2. Donc S12, c'est une nouvelle variable. Ok, du coup, j'ai deux contraintes au lieu d'en avoir une. Donc là, je n'ai rien fait. J'ai ce qu'on appelle pénaliser la première contrainte, de sorte à ce que les triplets S, X1, X2 qui ne vérifient pas cette contrainte d'égalité soient pénalisés dans la fonction même que je minimise. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est encore un autre truc même. On va… ok. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça doucement. Donc, l'idée, c'est de… on va faire la chose suivante. On va donc essayer de minimiser notre fonctionnel. Donc, on va faire une première étape. Donc, algo de minimisation. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Je ne suis pas certain d'y arriver. Hein. Je vais faire mon possible. Donc, étape 1. On minimise J de X1, X2, alors tout ça, hein, je vais copier plutôt. Et la seule contrainte que je garde, c'est la contrainte de positivité de S. OK? Hop. Donc, je ne résous pas mon problème initial, hein, c'est-à-dire que je perds un peu. Je vais autoriser cette première contrainte à être légèrement violée. Mais ça va être léger parce que, vous voyez, ce n'est pas favorable de choisir S différent de cette quantité-là, à cause du terme que j'ai rajouté. Mais évidemment, après, à l'étape suivante,
je vais avoir que, une fois que j'ai minimisé ce problème-là, alors si on écrit, excusez-moi, oui, si on écrit les contraintes d'optimalité, on va obtenir notamment que la dérivée de J au point de minimum, bon, alors ça, je ne peux pas vous détailler plus que ça, c'est des dérivés par rapport aux deux variables x1 et x2, hein, plus ρ facteur de S2 moins cette quantité-là. Alors, je vais... fois... ça fait un moins. E1 de n, scalaire, delta x2 moins delta x1 égale 0. Là, j'ai J' appliqué à delta x1, delta x2. Moins ça égale 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions d'optimalité. Ça devient compliqué. Hein. Et ça correspond au fait que la dérivée de la fonction que je minimise au point de minimum, c'est 0. Alors, je vais plutôt l'illustrer sur le premier graphe que j'avais fait initialement. Hop, là, j'avais fait ici. Vous voyez que en un point de minimum, ici, la dérivée de j, c'est égal à 0. On est d'accord hein, ici? C'est là-dessus? Sur ce cas simple? Oui. D'accord. Donc là, c'est la traduction dans un contexte un peu plus compliqué où j'ai plusieurs variables de la même idée. Le fait que la dérivée de j s'annule. Alors ça, je l'écris plus pour moi. Hein, parce que sinon, il faut que je retrouve les formules, sinon je ne les connais pas par cœur. C'est la seule raison. Et alors, l'idée, c'est qu'on va se dire, OK, donc ça, si vous voulez, c'est le terme essentiellement de dérivée de l'énergie. Donc ça, c'est dérivée de l'énergie. De l'énergie du système. Donc J, c'est une sorte d'énergie du système. Ça peut être assimilé l'énergie. Et là, ça peut s'interpréter comme une force, donc physiquement, due aux contraintes. OK? Et ce qu'on va faire, et alors, ce qu'on obtient après la première étape, en fait, on va obtenir des boules qui se recouvrent un petit peu. OK? Et on va pouvoir récupérer une estimation. Alors, elle ne se recouvre pas totalement. La contrainte n'est pas trop violée à cause du fait qu'on a ajouté ce terme de pénalisation. Mais elle se recouvre un peu. Et au point optimal, on va avoir une estimation de la force de répulsion entre les deux boules. D'accord? Qui empêche le fait qu'elles se recouvrent beaucoup. Et cette force-là, on la récupère dans ce terme-là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'introduire explicitement. Donc, on va introduire P, la force de répulsion, entre les boules. Et puis, je vais la définir à l'aide de ce truc-là. Donc, je vais définir, en fait, il y a une force, oui, donc je vais définir P.
Donc, P, la force de répulsion, ça va être, vous voyez qu'elle est dirigée selon E1 de N, ok, donc selon le vecteur directeur entre les deux. Donc, ça, c'est la direction de la force. Et l'intensité de la force, c'est cette quantité-là. Donc, je vais définir P égale ρ, facteur de S12 moins, alors c'est l'inverse, probablement, enfin, je ne sais pas. Okay. Au niveau du signe, je ne suis pas trop sûr. X2 moins X1 moins R1 plus R2. Alors, attendez. Là, j'ai S12, c'est mon écart. Donc, si ça, c'est… Oui, ça doit être pas le bon signe. Attendez. Si, ça doit être bon. OK. Ça va être le bon signe. Donc, ça, c'est une estimation de la force entre les boules. Mais avec la force en question, vous voyez, les boules continuent à se recouvrir. Donc, ce n'est pas bon. On ne vérifie pas la contrainte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait encore une nouvelle étape. En fait, on en fait plein. On recommence l'étape 1. Je vais noter étape 1'. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va cette fois minimiser toujours la même quantité. Je vous avais prévenu, ça devient un petit peu compliqué. Plus, attendez, je vais rajouter une page. Plus la force, l'estimation de la force qu'on a eue à l'itération précédente. Attendez, hop. Donc plus. Alors la force, c'est P. 1, 2, scalaire, fois E1 de N, scalaire, X2 moins X1. Donc ça, c'est un terme qui va ajouter une force. Force de répulsion entre les boules. Entre les boules, dû au contact. Et puis après, on itère. En fait, on recommence. Donc, à chaque fois qu'on itère, on a une nouvelle estimation de P. Donc, à chaque fois, on minimise par rapport à S12, X1 et X2. Monsieur, pourquoi on ajoute la force de répulsion si on est censé la minimiser? La force de répulsion, c'est elle qui va assurer le fait que la contrainte soit vérifiée. Ce n'est pas la force de répulsion qu'on minimise. Ce qu'on minimise, c'est la fonction J. C'est une certaine fonction J qui dépend de votre modèle. Je n'ai pas précisé quelle était la fonction J dans notre cas. Elle va plus ou moins changer d'ailleurs selon le système que vous étudiez. Mais on minimise J sous cet ensemble de contraintes-là. OK ? Le fait d'ajouter des contraintes, lorsque les contraintes sont saturées, c'est-à-dire que les boules vont être essentiellement en contact, c'est ça que ça veut dire, pour assurer le fait que les boules ne se rentrent pas dedans, on va créer, enfin physiquement, ça va revenir à créer il va y avoir une force de contact qui va s'exercer d'une boule à l'autre. On est d'accord? Pour éviter qu'elle se rentre dedans. C'est pour ça que quand vous marchez sur le sol, vous ne traversez pas le sol, parce que le sol exerce sur vous une force. Voilà. Donc c'est cette force qu'on essaye d'estimer. Et en fait, cette force, on va l'estimer de manière itérative.
Donc, on fait un truc où on va minimiser par rapport à S1, X2 enfin, à l'écart à X1, X2. Ensuite, on fait une estimation de la force de répulsion, P. Et puis, une fois qu'on a estimé cette force, on recalcule la position des boules et l'écart. Et on continue comme ça jusqu'à convergence. C'est-à-dire quand, essentiellement, la force qu'on calcule, elle ne change pas au cours du temps. On a atteint un point d'équilibre. Alors, c'est pour ça que dans le code, si vous regardez, vous avez deux boucles while. Il y a une boucle while sur la variable P, d'accord, qui correspond à dire à chaque fois, je mets à jour la force P. Et pour une force P donnée, j'ai une boucle while sur les variables S1, 2, X1 et X2. Dans cette boucle while, ici, je résous, enfin, ça correspond à la résolution du problème que j'ai mis ici. Donc, je vais appeler P1, 2, 3. OK, donc le problème de minimisation en prenant en compte ma force. Alors, attendez, alors je vais mettre une sorte de P majuscule. Ici, je mets à jour, après avoir résolu ça, je mets à jour la force. Donc, mise à jour de l'estimation de la force. Et puis, on revient au début une fois qu'on a mis à jour notre force, on recalcule la position des boules en fonction de la force en question et on itère jusqu'à ce que ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire que notre estimation de la force ne change plus d'une itération à l'autre. C'est bon? À peu près? Vaguement, hein, parce que là, j'ai bien conscience que c'est un peu rapide cette partie-là, un peu vague et un peu floue. Mais là, si je vais vous expliquer en détail, j'en ai pour 3 heures environ. Quand vous dites mise à jour de l'estimation de la force, en fait, c'est quel paramètre qui va être modifié? C'est le paramètre P. Okay. C'est-à-dire que Donc ça veut dire que les boules, en gros, ont un paramètre P, c'est ça? ouais, alors si vous voulez, je vais vous montrer un peu je vais peut-être vous montrer un petit peu dans le code où ça apparaît, ça. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Ok. Alors, vous me donnez 2 secondes le temps que j'aille chercher le code. Je vais aller dans force. Non, je vais aller plutôt là-dedans. Alors, donc ici, vous voyez le code normalement du programme, c'est bon? Oui, on voit. Ouais.
Ouais, c'est bon. Alors, en fait, c'est assez simple. Vous cherchez dans le code où apparaît while. Donc, vous en avez un ici, et c'est tout. Vous n'en avez que deux. Donc, ça correspond aux deux boucles while dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, la première boucle while, vous voyez, c'est une boucle sur P. Alors, il y a un petit p et un grand P parce que là, il y a des obstacles aussi. Donc, le petit p, c'est les forces. Ça correspond aux forces de pression qu'il y a entre les boules pour respecter la contrainte d'exclusion. Et le grand P, c'est les forces d'exclusion entre les obstacles et les boules. J'ai mis des obstacles solides sous la forme d'intervalles en plus. OK. Et ensuite, dans cette boucle, j'ai une autre boucle qui correspond au problème de minimisation par rapport à mes variables. Donc là, j'ai deux variables pour mon système. C'est la position des boules et leur vitesse et la variable d'écart S. Donc, je minimise par rapport à ces trois variables. Une fois que j'ai fixé, j'ai défini la force qui s'exerçait entre les boules et les obstacles. Alors ensuite, dans cette boucle-là, c'est le problème de minimisation de ma fonction j. Et pour résoudre mon problème de minimisation de ma fonction j, donc qui va dépendre de x, v et s, et pour laquelle j'ai déterminé avant, j'ai fixé a priori les forces qui s'exerçaient entre les boules, on utilise une méthode de type gradient. Alors, je ne peux pas vous expliquer trop ce que c'est, à nouveau, parce que c'est un peu, ça me prendrait 1 heure juste pour ça. Mais ce que vous avez à retenir, vous, dans un cas pratique, c'est que la seule chose que vous avez à faire, c'est de définir l'accélération qu'on applique à une boule individuelle. Et ça apparaît dans la ligne qui est soulignée ici. Donc là, c'était le cas du sablier et les boules sont attirées vers le centre du sablier. Donc, l'accélération appliquée à une boule, c'est une force qui est centrale, dirigée vers le centre du domaine. C'est tout. Voilà. Et une fois que donc le problème, la méthode, comme j'ai dit, de gradient, donc de minimisation par rapport à x, v, s, c'est une méthode qui est itérative. C'est-à-dire que je dois faire plusieurs itérations de ma boucle, de la deuxième boucle, avant de converger vers la solution, c'est-à-dire de me rapprocher de la solution de mon problème de minimisation. Une fois que je suis proche de cette solution-là, je vais sortir de ma boucle et je vais mettre à jour. Alors, oui, alors attendez, elle est longue ma boucle. Voilà. Donc là, c'est la fin de ma boucle de minimisation par rapport à x, b, s. Et je vais rentrer dans la phase de mise à jour de la variable P, donc la variable de force entre les boules. Et la mise à jour, là, c'est juste un petit truc. Hein, voilà, c'est essentiellement la mise à jour. Alors, je vais peut-être souligner. Okay, c'est cette ligne-là. J'ajoute à P cette quantité-là. Donc, c'est le produit scalaire entre D, c'est x2 moins x1, avec le vecteur E, moins R1 plus R2 moins S. Et si on regarde dans le papier, dans le petit truc que j'ai mis en ligne tout à l'heure, je ne peux pas vous mettre les deux à la fois. Attendez, je vais changer la manière dont je partage l'écran. Comme ça, je vais partager plutôt le bureau carrément. Donc, la mise à jour de P, c'est par l'intermédiaire de ce delta P. Vous voyez que je vais ajouter à P, enfin retrancher à P, ρ fois delta P. Et delta P, c'est ce truc-là. Et si on regarde dans ce que j'ai mis ici, ça doit correspondre. Sauf que j'ai peut-être oublié le ρ quelque part. Je ne sais pas. Alors, attendez, que je trouve. Ah, non, mais je ne l'avais pas indiqué en fait. J'ai rien mis. Ah, oui. En fait, ça correspond à ce truc-là. Vous voyez? Ça correspond à ça.
correspond à cette formule-là, sauf que là, j'avais fait l'étape 1 où initialement, on avait pris P égale 0. Et donc, à P, je lui ajoute ρ fois cette quantité-là. Et cette quantité-là, c'est la quantité qu'il y a ici dans le code. Alors, il y a un problème parce que là, c'est moins S et moi, j'ai un plus S. Bon, j'ai peut-être des petits problèmes de signes, mais essentiellement, c'est cette chose-là. Ah oui, parce que j'ai pas. Oui. C'est juste le fait que je n'ai pas défini S, je crois, de la même manière exactement. Attendez, il y a un problème. Oui. Oui, je me suis planté. C'est là, je me suis planté ici. Ici, c'est un plus. Hop. Quand je mets ça de l'autre côté, ça fait du plus. Hop. Hop. Ah oui, non, non, ça c'était bon. Excusez-moi, non, c'était juste. Désolé, je reviens en arrière. C'est bon. C'est juste que j'ai oublié des parenthèses. J'ai mal fait mes parenthèses ici. Elles s'ouvrent là, elles se ferment là. Hop là. Ce qui fait que j'ai 2 signes moins, ça fait plus. Enfin bref. Ok, c'est à peu près bon pour tout le monde. J'ai beaucoup de parenthèses là du coup. Attendez, je comprends. 1, 2, 3. 1, 2. Oui, si, c'est bon. Voilà, donc cette ligne-là, ça correspond à cette ligne-là. Bon, après, je ne peux pas vous rentrer plus dans les détails. Comme je vous l'ai dit, ce serait un peu long. C'est pour ça que je vous ai d'ailleurs donné le code en essayant de limiter les explications. Vous pouvez l'utiliser un peu comme une boîte noire. Hein. C'est mieux de comprendre, je suis d'accord. Mais ce que vous devez retenir, vous, en tout cas d'un point de vue pratique, pour ce que vous aurez à faire vous, c'est que vous n'avez qu'à vous préoccuper de la partie à modifier qui est indiquée ici, c'est-à-dire une ligne, et ensuite à modifier éventuellement les paramètres de l'algorithme, mais normalement, c'est censé fonctionner. Est-ce que vous pourrez nous mettre votre OneNote que vous avez fait aujourd'hui Oui, je vais mettre tout en ligne et je vais mettre même l'enregistrement en ligne. Comme ça. Ok, parfait. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé. Je suis désolé, par faute de temps, je ne peux pas détailler plus. Pour être tout à fait Non, je pense que ça nous a. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ça m'a aidé un peu déjà à comprendre mieux. OK, bon, bah, tant mieux. Le problème, c'est que si je veux détailler encore plus, vous voyez, c'est un cours de licence 3 de maths, bon, Ouais, d'un semestre. Donc, je ne peux pas tout détailler. C'est trop long. ok, pas de souci. Voilà, donc, vous êtes un peu obligé d'utiliser les choses comme une boîte noire, faute de temps et de quelques outils de base de mathématiques. Et si ça vous permet d'illustrer le fait que les maths servent à quelque chose et que c'est bien d'apprendre quelques maths, c'est aussi pas mal. Ouais, Bon, bah écoutez, je vous remercie. En tout cas, je vous remercie de vos questions. Et si vous avez, je suis désolé, hein, sur la fin, je suis allé assez vite. Comme j'ai dit, c'est difficile de simplifier certains concepts. Déjà, si vous avez compris la définition du vecteur E et de la variable d'écart et de la manière dont on traduit les contraintes, c'est pas mal. Ensuite, la partie optimisation et traduction même dans le code, c'est un petit peu plus compliqué. ok. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me contacter par Slack et j'essaierai de trouver un créneau pour vous répondre. Ok, d'accord. D'accord. Bon, en Bon, tout cas, je bah, vous remercie. Je vous souhaite merci une beaucoup de bonne votre temps. journée Merci à vous. et avec un peu d'avance, un bon week-end. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, Merci. monsieur. Bonne Au semaine. revoir. Merci, au revoir.